Il y a une asso pour le piano? Ouais, une initiative étudiante. Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leurs réflexions, leurs solutions ou leurs révoltes. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous ce soir pour cette conférence qui s'annonce, si j'en juge par les invités, assez exceptionnelle. Il y a plus de 75 ans s'achevait la Seconde Guerre mondiale et le génocide de 6 millions de Juifs. Perpétuer la mémoire de ces sombres heures n'est pas qu'un hommage aux disparus. Il s'agit d'une exigence, en particulier pour les jeunes générations qui ne les ont pas connus. En effet, si le devoir de mémoire naît des infortunes passées, il doit être tourné vers l'avenir et la réconciliation pour tenter d'éviter toute nouvelle tragédie. Ne rien céder à l'oubli et réconcilier sera donc le thème de ce débat. Nous aborderons entre autres ces questions. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? Quel est son rôle? Que dire à ceux qui prônent le droit à l'oubli? Comment transmettre le devoir de mémoire, en particulier aux jeunes générations, alors que les derniers survivants s'éteignent?
Simone Veil encore, le 30 juin dernier. Le devoir de mémoire doit-il être imposé par les autorités publiques? Et si oui, comment? Via les écoles, par un apprentissage renforcé de l'histoire, par la lecture d'œuvres littéraires, témoins de l'histoire, par la visite de lieux et monuments, ou bien doit-il être une prise de conscience individuelle? Enfin, les lois mémorielles condamnant le négationnisme font-elles partie du devoir de mémoire? Comment concilier la nécessité de punir les coupables et la nécessité de réconcilier les vivants? Comment lutter enfin contre la concurrence des mémoires qui attise les communautarismes? Toutes ces questions, nous allons les aborder avec nos invités, que je vais tout de suite accueillir parce que finalement on n'a pas tant de temps que ça, et si vous voulez pouvoir parler, participer, on va les accueillir de ce pas. D'abord Jean-Noël Jeanneney, historien, président du conseil scientifique du festival Les Rendez-vous de l'Histoire. Jean-Noël Jeanneney, vous le connaissez, il a été président de Radio France, 2 fois secrétaire d'État à la communication, président de la Bibliothèque nationale de France. Et il préside aujourd'hui les Rendez-vous de l'Histoire, pendant lesquels chaque année des historiens se retrouvent afin d'échanger sur leurs travaux. Lui, on ne le présente plus. Avec sa femme, c'est un couple, ils forment un couple légendaire. Ils militent depuis des décennies ensemble en faveur de la reconnaissance de la Shoah, de ses responsables et des droits des survivants et de leurs descendants. Leur objectif est de réconcilier justice et vérité. Jamais la vengeance ne fut le moteur de leur action. Je vous prie d'accueillir Serge Klarsfeld. Et puis enfin, notre troisième invité, il est avocat. Il est président du comité français pour Yad Vashem, ce lieu tout à fait à part, dont la mission est de perpétuer le souvenir de 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs collaborateurs entre 1939 et 1945, mais aussi d'honorer tous les actes d'héroïsme, rendre hommage aux justes et d'enseigner aux générations suivantes cette histoire comme une balise d'avertissement contre l'antisémitisme, la haine et les génocides à travers le monde. Je vous prie d'accueillir Pierre-François Veil. Je ne sais pas, je vais peut-être m'asseoir également. J'aimerais d'abord qu'on pose le débat avant de donner la parole à notre panel d'étudiants et puis avant de vous donner la parole à tous sur le devoir de mémoire. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? Quel est son rôle? Et que dire à ceux qui réclament aussi le droit à l'oubli? Serge Klarsfeld, le devoir de mémoire. Vous pouvez y aller directement. Oui, pour moi, le devoir de mémoire a été très simple. Je suis fils d'un déporté et je n'ai pas perdu le contact avec mon passé, avec mon père qui avait sacrifié sa vie pour que sa famille puisse survivre, qui nous avait cachés lorsque la Gestapo est arrivée et qui, lui, n'est pas allé dans la cachette. Donc, j'ai gardé toujours le contact avec mon père. Et puis, un jour, j'ai constaté, tout simplement, en allant à Auschwitz, mais pas en allant à Auschwitz dans les années 2000, mais en y allant en 1965, j'ai constaté que, tout simplement, j'étais un enfant juif, j'avais été un enfant juif à une époque, disons, extraordinaire, exceptionnelle, tragique, et en même temps avec l'espoir, puisque la plus grande menace qui pesait sur le peuple juif pendant l'histoire, c'était la Shoah, et qu'en même temps, un État juif avait ressuscité, un État juif indépendant, souverain, et donc mon attachement est allé pour ces deux causes, la défense de la mémoire et la promotion de la mémoire, puisque la mémoire juive, à l'époque, quand je suis allé à Auschwitz, il y avait
au camp de Birkenau, il n'y avait personne. J'étais le seul visiteur. Aujourd'hui, il y a 1 500 000, entre 1 500 000 et 2 millions de visiteurs. C'est-à-dire que la compréhension de la Shoah, la compréhension de l'ampleur, de l'intensité, des interpellations que ça pose à l'Europe, à la civilisation occidentale, eh bien tout cela a grandi pendant ces années. J'ai participé à, disons, cette montée de la mémoire de la Shoah, et puis j'ai essayé, tant que je pouvais, de défendre également la sécurité de l'État d'Israël, l'existence de l'État d'Israël. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Aujourd'hui, il y a des gigantesques centres de documentation, comme Yad Vashem, le mémorial de Washington, le mémorial de la Shoah. Dans chaque pays où il y a eu cette tragédie s'est déroulée, il y a un centre, il y a à l'époque, il y a 50 ans, il y avait 300 livres sur cette tragédie. Aujourd'hui, il y en a peut-être 30 000. Donc, c'était un combat de la génération des déportés, de la génération des enfants déportés, de laisser un bilan d'une tragédie qui aurait pu passer presque inaperçue s'il n'y avait pas eu cette combativité, cette énergie parmi tous ceux qui avaient ou qui étaient passés par les camps, comme Elie Wiesel, dont vous avez vu l'image tout à l'heure. Et puis, s'il n'y avait pas eu les enfants qui souffrent encore d'avoir été privés de leurs parents d'une façon extrêmement brutale. Donc, pour la France, en tout cas, pour l'Allemagne, puisque mon épouse est allemande, elle n'est pas juive, elle a mené une action allemande de réhabilitation de l'Allemagne en épurant le personnel politique, en poursuivant les criminels nazis. Et moi, je l'ai aidé de mon mieux, mais j'ai mené également la cause qui était la mienne, c'est-à-dire de faire juger ceux qui avaient déporté les Juifs de France, et puis de participer à ce bilan de la mémoire et à la transmission également, puisque chacun de ces centres transmet la mémoire, chacun de ces livres transmet la mémoire, chacun de ces héros de la déportation transmet également la mémoire, comme Elie Wiesel l'a fait, ou comme Samuel Pisa l'a fait, voilà, donc, ou Imre Kertész. Donc il y a beaucoup de moyens de transmettre cette mémoire, et c'est absolument indispensable. Et à Paris, le mémorial de la Shoah fait un travail pédagogique extraordinaire, et à Yad Vashem, Pierre-François Veil vous en parlera, c'est la même chose. Pierre-François Veil, comment transmettre le devoir de mémoire, en particulier aux jeunes générations, alors qu'on disait les dernières voix s'éteignent, dont celle de Simone Veil, votre maman, en juin dernier? D'abord, peut-être pourquoi, avant de comment. Je suis né quelques années après Serge. J'ai eu le privilège de naître dans une Europe en paix, et la Shoah a été avec moi toute mon enfance, puisque dans ma famille, maman avait été déportée et un certain nombre de gens n'étaient pas rentrés. Quand je suis allé à Yad Vashem, la première fois de ma vie, en 1971, j'ai découvert un mémorial où il n'y avait pas encore d'université, mais il y avait déjà un travail de mémoire considérable qui était fait, puisqu'il s'agissait de retrouver, et c'était l'ambition, de retrouver les noms des 6 millions de victimes, pour, répondant au prophète Isaïe, donner à chacun un nom. Pour que chacun ayant un nom, il est au moins quelque chose qui remplace sa tombe. En 1971, on avait retrouvé le nom de 1,5 million de victimes. Aujourd'hui, on a retrouvé 4,5 millions, 4,7 millions noms de victimes, et il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais dans le même temps, et ça rejoint ce dont nous allons parler aujourd'hui, dans le même temps, on rentrait à Yad Vashem par l'allée des Justes. Quand vous arrivez au mémorial, vous pénétrez sur le site par l'allée des Justes parmi les nations,
pour chacun d'entre eux, qui, honoré de la plus haute médaille civile de l'État d'Israël, reconnaît les mérites de quelqu'un de non-juif qui, au péril de sa vie, a aidé des gens, a été une lumière dans la nuit nazie pour des gens qui fuyaient. Et donc, dès 1956, Israël a travaillé sur cette question de mémoire à la fois des victimes et aussi des gens qui les avaient aidés. Donc, une forme de réconciliation. Et puis, 10 ans plus tard, en 1980, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Ça peut paraître extrêmement loin, et c'est loin. En 1980, on était 35 ans après la guerre, et c'était il y a près de 40 ans aujourd'hui. Donc, c'était la moitié du temps, plus que la moitié du temps entre la fin de la guerre et aujourd'hui. En 1980, il y a eu une sorte de déflagration pour les survivants, et à l'époque, ils étaient encore relativement jeunes, puisqu'on a pu lire une interview d'un ancien collaborateur français qui expliquait qu'à Auschwitz, on avait gazé que des poux. Et puis, on a eu un débat, on a même ouvert un débat, on a même envisagé un débat historique, je ne sais pas, mais en tout cas un débat intellectuel sur la question de l'existence ou non de chambres à gaz à Auschwitz. 40 ans plus tard, grâce d'abord à Serge Klarsfeld, grâce au travail considérable qu'il avait entamé des années avant et qu'il a poursuivi, et puis grâce au travail d'un certain nombre d'autres gens, grâce à des écrits, mais d'abord grâce à Serge Klarsfeld, auquel on ne dit jamais suffisamment merci. Ce n'est en tout cas plus une question historique. Mais ça montre et ça a montré aux survivants l'indispensable travail de mémoire qui devait être fait pour que ça ne soit pas effacé de la mémoire, mais aussi de l'histoire. Alors, de très nombreux anciens déportés se sont mis à aller dans des classes, aller dans des écoles, raconter sans cesse auprès des jeunes, auprès des gens qui avaient la chance, évidemment, de ne pas avoir vécu la tragédie, ni directement, ni même indirectement au travers de leur famille. Et bien sûr, pas seulement pour qu'on n'oublie pas, mais aussi pour que ça reste comme une vigie intellectuelle et morale dans l'Europe. Qu'on se souvienne que c'est dans le pays de Goethe, dans le pays de Heine, qu'on a inventé l'idée incroyable de supprimer un peuple, d'organiser scientifiquement sa disparition en allant chercher jusque des vieillards, jusque des bébés, au fin fond de l'Europe, au fin fond de la Grèce occupée par l'Allemagne, des gens pour les emmener pendant 15 jours, des trajets de 15 jours, jusqu'à Auschwitz, pour qu'à l'arrivée du train, descendant du train, ils soient immédiatement gazés. C'était inimaginable, on ne pouvait pas l'imaginer avant, et ce travail de mémoire, c'est aussi pour que ça ne se reproduise plus. Alors malheureusement, ça s'est reproduit. Depuis, il y a eu des génocides. Il y a eu le génocide des Tutsis. Et Yad Vashem s'est emparé de ce drame, de cet événement génocidaire, et travaille également sur cette histoire et sur les possibles réconciliations entre les populations. Alors, comment faire pour transmettre cette mémoire ? D'abord, tous les jours dire merci à Serge pour le travail considérable qu'il a fait, et puis essayer de le poursuivre. Alors, il l'a dit, le mémorial de la Shoah fait des choses considérables en France, formidables. La Cité de la Réussite, quand elle organise un débat sur la transmission et qu'elle nous donne la parole. Yad Vashem aussi, et puis le modeste comité que je préside, qui depuis 2 ans maintenant organise des séminaires à Yad Vashem, emmène des enseignants français, tout simplement 4 séminaires de 25 enseignants français. Alors,
Il y a beaucoup d'enseignants en France, donc 100 par an, on a quelques années devant nous avant qu'un candidat ne puisse y aller 2 fois. On emmène des enseignants d'histoire du collège et du lycée se former pendant une semaine dans une université spécialement consacrée à ce sujet, à Yad Vashem. J'allais dire que tous les moyens sont bons. Parler, lire et transmettre. C'est un peu pédant, mais je crois qu'il y a dans le Talmud quelque chose, mais tout est dans le Talmud, donc on peut toujours le dire. Peut-être même qu'on y trouverait des recettes de cuisine. Donc on ne risque jamais rien à dire que ce qu'on va dire est dans le Talmud. Je crois qu'il est écrit quelque part quelque chose du genre il faut lire et il faut apprendre, mais si ce n'est pas que mais l'homme qui lit et qui apprend mais qui ne transmet pas est comme un arbre sec. Donc il faut transmettre. Et eh bien, ce sont aussi vos générations. Alors je dis vos générations parce que je vois au premier rang, je ne vois pas derrière. On va vite leur donner la parole. Je vois des jeunes et c'est vous qui transmettrez. Nous, bientôt, nous ne transmettrons plus. Nous essayons, mais nous ne transmettrons plus. Ce sera à vous de transmettre et c'est important, d'abord pour la vérité de l'histoire et puis aussi parce que nous sommes, et les générations qui viennent sont le produit du savoir et de la mémoire accumulée. Dernière question avant de passer la parole aux étudiants, puis avant de vous passer la parole à l'historien Jean-Noël Jeanneney. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui réclament aussi le droit à l'oubli ? Oui, je pense qu'après avoir écouté les 2 exposés qui ont été offerts à votre attention, il y a un moment, il y a une évidence pour aller dans la direction de votre première partie, de votre définition de notre rencontre, ne rien céder à l'oubli. Mais vous nous dites en même temps et réconcilier. Il est intéressant d'observer qu'à travers les âges, un certain nombre d'acteurs, d'écrivains de toute nature ont expliqué qu'il y avait une contradiction entre le refus de l'oubli et la possibilité de réconcilier. Je me hâte de dire que je ne fais pas mienne ces affirmations, mais je crois qu'il est intéressant un moment de s'interroger sur les motivations qui ont fait que beaucoup ont affirmé que l'oubli était nécessaire pour le vivre ensemble. Il n'y a pas très longtemps que Georges Pompidou, président de la République française, à l'occasion de débats qui avaient entouré au début des années 70 la grâce accordée aux miliciens Touviers, avait eu cette phrase « Oublions cette époque où les Français ne s'aimaient pas ». Oublions cette époque où les Français ne s'aimaient pas. Et pour remonter un peu plus en arrière, je vais remonter en arrière jusqu'à Athènes. Pour remonter un peu plus en arrière, on se rappelle, les historiens se le rappellent avec quelques incertitudes dans l'approbation, les mots très sévères de Paul Valéry sur l'histoire. Vous devez les connaître. L'histoire est le produit le plus dangereux, disait-il, que l'alchimie de l'intellect est élaborée. Et c'était assurément une façon de se poser contre une prédominance et un maintien de toutes les mémoires. Il disait « L'histoire enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos. » Vous voyez que c'est là un plaidoyer pour l'oubli, qui mérite un moment d'attention, quitte à s'en distancier, ce qui est évidemment mon cas sur le champ, mais non sans avoir fait sans être allé un peu plus loin en arrière. Il y a eu au moment de la Révolution française, peut-être dirons-nous un mot tout à l'heure des commémorations, il y a eu au moment de la Révolution française, parmi tous les constituants et les conventionnels qui ne cessaient pas de se référer à l'Antiquité, il y a eu un certain nombre de protestations. Et un jour, un député s'est levé en disant à son collègue qui était à la tribune « Mais enfin, monsieur, l'histoire n'est pas notre code. L'histoire n'est pas notre code. » C'est une façon, pour lui, c'était une façon de dire qu'à force de considérer ce qui s'était passé, on risquait de diminuer la latitude d'action de ceux qui avaient à construire un avenir différent. Et puis je remonte encore beaucoup plus en arrière, parce que je crois qu'il n'était pas inutile, encore une fois, de présenter les thèses de ceux qui pensent que l'oubli est souhaitable, en tout cas une forme d'oubli.
Il faut remonter à Athènes en 403 avant Jésus-Christ. C'était une défaite de la cité qui a amené la fin de la dictature sanglante des 30, les oligarques. Vous savez que à la fin de la guerre, Jules Isaac avait écrit un très beau livre qui s'appelait Les oligarques, et il faisait un rapprochement, j'ai presque envie de dire une concordance des temps entre cette période-là et la période infâme de Vichy. Or, quand les démocrates sont revenus dans la cité, on est en 403 avant Jésus-Christ, ils ont expliqué qu'il convenait d'oublier ce qui s'était passé. Ils ont même été jusqu'à promulguer un décret interdisant à tous de rappeler les déchirements intestins. En grec, memnésikakaïn. Ne rappelons pas les choses sinistres qui sont arrivées. Et Aristote raconte que le modéré Archinos, qui était revenu à Athènes, avait même fait condamner à mort un citoyen qui avait enfreint les règles. Isocrate, qui avait 33 ans à l'époque, écrit, je le cite, « Puisque nous nous sommes mutuellement donné des gages, nous nous gouvernerons de façon aussi belle et aussi collective que si aucun malheur ne nous était arrivé. » Dans Sophocle, Antigone, vous vous rappelez peut-être qu'au moment où s'achève à la fin la nuit de toutes les haines collectives, le cœur s'écrie « Des combats d'aujourd'hui, il faut installer l'oubli. » Des combats d'aujourd'hui, il faut installer l'oubli. Donc je crois qu'une réflexion comme celle que nous menons doit être construite aussi à partir de démonstrations que ces propos-là doivent être surmontés, mais ils ne sont pas entièrement désuets. Après la chute du franquisme en Espagne, un certain nombre de gens ont estimé qu'il ne convenait pas, après cette épouvantable dictature, qu'il ne convenait pas, à ce moment-là, de punir, de faire des procès, et qu'il fallait, par une transition progressive, introduire la démocratie dans ce pays, ce qui conduirait à toute une étude des différentes manières qu'ont eu les peuples contemporains, très variés en vérité, Afrique du Sud, Espagne, Grèce, Portugal, Cambodge, de façon très variée. Donc collectivement, ces pays ont décidé de se saisir de l'épouvantable héritage qui était entre leurs mains, sur la manière qu'il leur revenait de concéder éventuellement à l'horreur un certain nombre de choses. Et c'est là évidemment que se rencontrent trois données variables qui se conjuguent, s'entrelacent mais sont différentes. La mémoire telle qu'elle vit spontanément, entretenue éventuellement par des efforts divers, l'histoire qui est au travail et l'intervention politique qu'on peut appeler la commémoration. C'est à la rencontre de ces trois mouvements, de ces trois nécessités, de ces trois devoirs que doit, me semble-t-il, s'installer notre propos, notre réflexion à cette table ce soir. Merci Jean-Noël Jeanneney. Une réponse brève de Serge Klarsfeld avant de donner la parole à Fanny. Oui, l'oubli me semble venir tout naturellement. L'oubli, ça veut dire lorsque la génération de ceux qui ont vécu les événements, de leurs enfants qui leur étaient attachés et qui ne les ont plus eus à leur côté, lorsque ces générations auront disparu, les lois comme la loi Guesso, la loi les lois mémorielles, la loi mémorielle Guesso, elle pourra disparaître parce que personne n'aura connu quelqu'un qui aura été déporté. Mais tant que les gens vivent, tant que des gens qui ont souffert vivent, il n'y a pas de raison qu'ils soient insultés par les négationnistes et qu'on les traite de menteurs. Lorsque quelqu'un est traité de crétin ou de salaud, il peut porter plainte pour insulte, et nous ne pourrions pas empêcher ces insultes. Donc les lois, comme la loi Guesso, sont des lois peut-être éphémères, mais qui protègent en tout cas les survivants. Et en ce qui concerne le mot oubli, eh bien, il est normal que les générations qui ont vécu cette période et qui ne veulent pas trop en parler parce que ce sont des pages noires, bien mettent le boisseau là-dessus. Les archives publiques étaient fermées jusqu'en 1980, étaient complètement fermées en ce qui concernait le sort des Juifs en France pendant la guerre. Et l'oubli, c'est pas
on ne peut pas oublier quelque chose qu'on ne sait pas. Or, en France, jusqu'en 1980, 1970, disons, eh bien, le problème ne se posait pas parce que on ne savait pas ce qui s'était passé. Les gens racontaient n'importe quoi sur le sort des Juifs. Les Juifs eux-mêmes ne savaient pas la machine complexe qui s'était abattue sur eux. Par exemple, tout le monde disait les concierges ont dénoncé, les Français ont dénoncé. Moi, je me souviens qu'en 1983, ayant accès aux archives publiques, le premier historien à avoir accès aux archives publiques, eh bien, j'ai pu voir que ce qu'était l'antisémitisme d'État, qui n'était pas du tout l'antisémitisme populaire. En France, les justes, les braves gens ont aidé 3/4 des Juifs de France à se préserver, à ne pas être arrêtés. Mais j'ai vu ce qu'était l'antisémitisme d'État, c'est-à-dire lorsqu'il y a une rafle, prenons une grande rafle comme les Juifs roumains en septembre 1942, eh bien, les fiches des Juifs sont sorties quelques heures avant au fichier de la préfecture de police. Il y a un fichier par nom, un fichier alphabétique, par profession, par adresse, par nationalité, le premier fichier mécanographique en fait, et on sort ces fiches. Et en quelques heures, on peut arrêter 1500 juifs roumains et puis le lendemain matin les déporter. 36 heures après, ils sont gazés à l'autre bout de l'Europe, à Auschwitz. Donc il faut 72 heures à peine entre le moment où quelqu'un dort dans son lit à Paris et le moment où il est gazé à l'autre bout de l'Europe. C'est ça l'antisémitisme d'État. Et aujourd'hui, si vous envoyez une lettre en Pologne, elle mettra plus longtemps qu'un juif à l'époque ne mettait pour arriver à Auschwitz. Donc l'oubli, il faut savoir tout cela. Et si on ne connaît pas ces pages, eh bien, on ne peut pas aller plus loin vers disons les vertus républicaines, le sens de la liberté, la volonté de résister aux pressions des extrémistes. Chaque fois qu'il y a une crise, les extrémistes en profitent, les démagogues en profitent. Nous avons connu le totalitarisme de droite, nous avons connu le totalitarisme de gauche également. Et nous devons, dans cette oasis qu'est l'Europe occidentale, le monde occidental, nous devons nous prémunir contre cela. Or, nous voyons, et c'est ça l'interpellation aussi de Vichy, Vichy c'est le Français le plus glorieux de l'époque, Philippe Pétain, un Premier ministre très compétent de la Troisième République, Pierre Laval, à plusieurs reprises, Premier ministre, le seul homme qui ait rencontré le président des États-Unis, qui ait rencontré Staline, qui ait rencontré Mussolini, etc. Ce n'était pas n'importe qui. Eh bien, ces hommes ont fait de la France un pays qui s'est rendu complice de la volonté d'extermination des Juifs, en arrêtant les Juifs pour le compte des Allemands et en les livrant. Beaucoup de Français l'ont compris, ce sont les braves gens dont j'ai parlé, et obligatoirement, le fait qu'on ne savait pas ces faits, qu'on ne les enregistrait pas dans la mémoire collective, que les manuels d'histoire du secondaire qui étaient rédigés par des agrégés truqués, manipuler l'histoire jusqu'en 1983 et faisait croire aux élèves que c'était les Allemands seuls qui avaient commis ces crimes, eh bien, on ne pouvait pas oublier puisqu'on ne le savait pas. Merci. Un mot de Pierre-François Weil avant de donner la parole aux étudiants. Oui, un mot sur l'oubli. Une fois de plus, je vais m'abriter derrière vous, Serge, mais nous sommes l'un et l'autre des avocats. Et l'oubli, c'est le fondement du droit pénal. Ça s'appelle la prescription. Et toute société doit offrir la possibilité à ces délinquants, ces criminels, de l'oubli. C'est absolument indispensable. Alors, on en parle souvent et c'est pas la peine d'approfondir. Ce n'est pas de cela dont on parle. On ne parle pas de l'oubli individuel, on parle de l'oubli collectif. Une société ne doit pas oublier son passé. C'est même parce que pendant si longtemps,
bien après le président Pompidou. C'était un passé qui ne passe pas, que ce qu'a fait le président Chirac en 1995 de reconnaître le 16 juillet 1995 au Veldiv la responsabilité de l'État français, que la France pouvait se retrouver avec elle-même. Parce qu'enfin, les demi-hémisphères de son cerveau pouvaient coïncider et se répondre naturellement dans un dialogue retrouvé, sans avoir besoin, pour croire faire valoir une vérité, de s'exprimer tout aussi brutalement et, à mon avis, tout aussi faussement, comme elle s'était exprimée 10 ans avant ou 15 ans avant, au travers d'un film comme Le chagrin et la pitié. C'est bien parce que il y avait une chape de plomb sur la société française que, pour que la vapeur puisse sortir, si vous me permettez cette expression, comme d'une bouilloire, eh bien, elle s'exprimait violemment. Une société a besoin, pour être réconciliée, précisément de ne pas s'oublier elle-même, me semble-t-il. L'exemple que vous preniez, alors je suis beaucoup moins savant que vous, mais l'exemple que vous preniez dans la Grèce ancienne, d'oublier des événements, il est vrai que les grands criminels ou les empereurs qui avaient largement fauté ont supprimé leur nom de l'histoire. Mais c'était le nom d'une personne. Ce n'était pas le nom d'un événement et ce n'était pas le nom de fondement d'une société. Dieu fasse que nous n'oublions pas les événements tragiques que nous avons vécus. Même les Sud-Africains, et j'en aurais terminé, même les Sud-Africains qui ont choisi la réconciliation, et ils ont bien fait, ils n'ont pas oublié les événements et ils ont au contraire consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à ce que l'histoire soit connue. Même si, encore une fois, les hommes, il n'était pas question, effectivement, d'ouvrir des dossiers pour aller égorger tel ou tel au petit matin pour des raisons de vengeance. Merci Pierre-François Weil. Je vous propose qu'on passe la parole aux étudiants, puis aux gens présents dans la salle. La première à intervenir, c'est Fanny. Donc, bonsoir. Depuis quelques mois, nous avons pu remarquer la montée des extrêmes, donc dans différents pays. Est-ce qu'on peut assimiler cela à une forme d'oubli et comment y remédier? Merci. Qui veut répondre? Serge Klarsfeld, Pierre-François, Jean-Noël? On peut dire exactement le contraire, c'est que ces extrêmes, lorsqu'ils sont nourris d'infamie, ce qui arrive, se nourrissent précisément d'une connaissance de ce qui s'est passé et refusent de blâmer le déroulement des événements antérieurs. Peut-être même y trouvent-ils des sources, ce qui est pire encore. Et ce qui pose très directement la question de la deuxième partie de l'intitulé de notre rencontre, c'est-à-dire réconcilier les mémoires. Jusqu'où doit-on réconcilier les mémoires? Il me semble qu'il y a plusieurs aspects à distinguer. Le travail de l'historien, dont Serge Klarsfeld a donné un exemple magnifique, y compris avec toutes les nuances nécessaires, c'est-à-dire libre de la passion. C'est une des raisons pour lesquelles nous l'aimons, et en particulier le fait que chaque fois qu'il a traité de ces choses, il n'a pas manqué de rappeler, en particulier au moment du discours du Veldiv, que c'était un pays, la France, où un très grand nombre de Français avaient été sauvés par les justes, ceux qui ont été salués ou ceux qui ont été oubliés eux-mêmes comme étant justes. De tout cela, il faut évidemment, à mes yeux, parler. Et l'histoire doit servir à cela. Ensuite, il y a la question de savoir comment on diffuse l'histoire. Et comment, diffusant l'histoire, on s'arme contre ceux qui portent ces hideurs et ces barbaries qui toujours menacent de réapparaître. Il n'y a aucune raison d'être naïf ou de se trouver comme Pangloss en pensant que tout se passera toujours mieux dans le meilleur des mondes. L'alerte est nécessaire. Mais l'alerte, à mes yeux, se nourrit de la connaissance de ce qui s'est passé. Et d'une connaissance pondérée, une connaissance qui ne se laisse pas entraîner par une sorte de passion rétrospective et qui regarde les choses et qui ensuite les enseigne. Et puisqu'on évoque le Veldiv, je ne peux pas ne pas remarquer que Serge Klarsfeld a parlé de l'État français, alors que dans son propos, dans son fameux discours, que l'on estime être un des deux grands mérites de Chirac, avec le fait de ne pas être allé en Irak avec les Américains, que dans ce discours, il n'a pas dit l'État français, il a dit la France a commis l'irréparable. Et de ce point de vue-là, je sais que je suis minoritaire à cet égard. Je préfère le propos de Serge Klarsfeld
en notant que dans ce discours, je vous engage à le relire, c'est très intéressant, car on cite toujours à la télévision le mot « la France ce jour-là » comme l'irréparable. Je suis d'une minorité qui pense qu'il mieux valait dire l'État français, avec l'ambivalence. D'ailleurs, l'État français, c'est à la fois Pétain, Laval, etc., et l'administration en tant que telle, c'est-à-dire un État qui était né sous la pression du nazisme victorieux de ce que nous étions et qui, dès les semaines ou les jours qui ont suivi le passage qu'on peut dire légal du 10 juillet 40, a violé toute légitimité, avec notamment le statut des Juifs, etc. Et par conséquent, je trouve qu'il est important de ne pas dire la France. Et si vous lisez ce discours, relisez-le, vous verrez qu'il est contradictoire à l'intérieur même de lui-même, puisqu'il y a cet autre passage, il y a aussi la France, une certaine idée de la France, droite, généreuse, fidèle à ses traditions, à son génie. Cette France n'a jamais été à Vichy. Elle n'est plus, et depuis longtemps, à Paris. Elle est dans les sables libyens et partout ailleurs où se battent des Français libres. Elle est à Londres, incarnée par le général de Gaulle. Et ceci qui est très important, on pourrait dire qu'après tout, il y a deux France, dont une est ignominieuse. Mais il ajoute, elle est présente, une et indivisible, dans le cœur de ces Français, ces justes parmi les nations, qui, au plus noir de la tourmente, en sauvant au péril de leur vie, comme l'écrit Serge Klarsfeld, les 3/4 de la communauté juive résidente en France ont donné vie à ce qu'elle a de meilleur. Le regard critique que je peux porter sur ce discours, non pas sur l'affirmation de l'ignominie de l'État français, mais sur la formulation « la France », est pour moi une manière à la fois de rendre hommage à la précision de l'histoire, à la nécessité de la transmettre dans sa précision et aussi de respecter un certain nombre de vérités symboliques qui font la grandeur de notre patrie. Merci, Jean-Noël Jeannet. Alors, une question maintenant de Paul. Bien, bonsoir. Ma question porte sur les lois mémorielles. Et en préparant ce débat, je suis tombé sur une tribune qui avait été publiée en 2013 dans Libération par le philosophe d'inspiration libérale Gaspard Koenig, qui écrit « Nous proposons au contraire d'assumer, dans la lignée de John Stuart Mill, la fonction à la fois dialectique et cathartique de la libre expression. Aucun propos ne devrait être interdit sur la base de la vérité ou de la morale. Nous faisons le pari que l'individu est rationnel, responsable et que l'opinion correctement informée est mieux à même de trancher le bien et le mal que les tribunaux. » C'est sa vision. À titre d'exemple, si ces lois n'avaient pas existé, nous n'aurions jamais pu démontrer que le massacre de Katyn n'avait pas été perpétré par les Soviétiques, avait été perpétré par les Soviétiques et non par les nazis, pardon. Et de plus, elles n'ont pas permis, on le constate de nos jours, à des personnalités comme Alain Soral ou Dieudonné, pour ne citer que, de se taire. Et ma question est donc de connaître votre regard, le vôtre, sur l'efficacité et la nécessité de conserver ces lois mémorielles. Merci. Pierre-François, vous pouvez y aller directement. Oui. Dans le domaine de la loi, on est dans le domaine du politique et donc du temporel. Je ne suis pas à titre personnel totalement convaincu des lois mémorielles. D'abord, parce que comme chacun d'entre nous, je pense qu'on fait trop de lois et que par conséquent, pour essayer d'éviter la réforme, de vouloir la réforme, mais surtout pour les autres et pas pour moi, je pense que ce trop de lois peut s'adresser aussi à cela. Il y a aussi une envie d'affichage qui me trouble. Et puis d'autre part, je pense que la parole et la pensée, c'est comme l'eau, ça ne s'arrête pas. On peut essayer de faire des barrages, mais enfin, c'est de moins en moins efficace au regard de toutes les nouvelles technologies, et puis aussi tout simplement de la globalisation. On est en train de s'en rendre compte pour l'administration fiscale et les relations entre l'administration fiscale et les flux financiers.
c'est la même chose pour les idées et les pensées. Et lorsque nous sommes confrontés à des questions de droit d'expression, de poursuite sur le fondement de la loi de 1881, non, même pas au titre de la loi mémorielle, mais de diffamation, eh bien, quand les personnes se sont exprimées sur des sites qui sont situés à l'étranger, on ne peut rien faire. Par conséquent, je suis extrêmement sceptique et sur le principe et sur l'efficacité. Maintenant, je ne peux pas être totalement insensible à ce qu'a dit Serge tout à l'heure sur la nécessité à un moment donné de protéger des gens, même provisoirement, du droit à ne pas être insultés dans leur chair à des moments très particuliers. Voilà, c'est une réponse peu satisfaisante. Sur les plans des principes, encore une fois, je n'y crois pas. Sur le plan circonstanciel, j'en pense ce qu'il faut penser des lois de circonstance. Merci. Jean-Noël Jeanneney. Oui, je ne suis pas juriste, mais historien, alors je n'inventerai pas l'argument de l'opportunité de ne pas faire trop de lois. Quant au fond des choses, j'appartiens à une association qui a été présidée successivement par René Raymond et par Pierre Nora, et qui s'appelle Liberté pour l'Histoire, et qui se donne vocation de combattre le principe même des lois mémorielles. Je m'en explique brièvement. Ce n'est pas un réflexe d'historien, je vous supplie de le croire, cherchant à protéger ces activités. C'est parce que nous pensons qu'il ne revient pas à la représentation nationale de statuer sur des vérités concernant le passé. Et que si on commence à faire cela, alors on risque de brider la capacité d'investigation d'une nation sur elle-même. Il me semble que la loi Guessot est devenue spécifique. Elle a pris quelque chose de symbolique si fort qu'on ne peut probablement pas la remettre en cause. Mais je continue à penser que les travaux de Serge Klarsfeld, de François Bédarida ou de Pierre Vidal-Naquet ont plus compté pour faire reculer l'infamie que l'interdiction d'exprimer le négationnisme, qui a certes provoqué des procès intéressants, mais interminables. Et je crois comprendre que les lois contre l'antisémitisme auraient probablement suffi pour s'en prendre. Mais ça, c'est l'avocat qui va me le dire. Plus largement, je pense qu'il ne faut pas faire d'autres lois mémorielles, car il ne revient pas, par rapport au passé, de dire ceci a été ou ceci n'a pas été. Il y a en plus un autre élément, c'est que presque toujours, quand on fait ces lois mémoriales, il y a un petit effet, une petite odeur d'électoralisme qui va derrière. Et pour prendre le cas du génocide arménien, lorsqu'on voudrait faire interdire par la loi ce qui s'est passé avant, de qualifier les événements, ce massacre, comme n'étant pas un génocide, je pense que ça n'est pas bienvenu, parce que le plus souvent, les ressorts de cette législation ne sont pas les plus honorables possibles. Je pense qu'il y a eu un génocide arménien, à condition qu'on accepte l'anachronisme, c'est-à-dire appliquer une définition d'un crime qui a été défini après la Seconde Guerre mondiale à des événements antérieurs. On peut très bien l'accepter. Mais a-t-on besoin aujourd'hui d'interdire à tel ou tel savant étranger de venir en France parce qu'il a affirmé que parmi tous les critères qui conduisaient à définir un génocide, il en manquait un ou deux, et qu'on pouvait définir ces événements comme d'horrible barbarie, mais non pas comme un génocide. Je ne le suis pas. Mais faut-il vraiment le traîner devant les prétoires comme on l'a fait? Je ne le pense pas. J'ajoute avant, parce que j'ajoute avant, Serge, pardonnez-moi. J'ajoute que j'ai souvenir que nous avons fait condamner le professeur Forisson, professeur est peut-être en trop, que nous avons fait condamner Forisson sans avoir recours à une loi mémoriale. Alors ça a été long et pénible, mais enfin il a été condamné. Les députés ont assez à faire, les parlementaires ont assez à faire pour construire notre passé le moins mal possible, pour ne pas se mêler de ce qui s'est passé avant. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel est de mon avis. Vous avez parlé de mes travaux, ils ont atteint la classe politique, ils n'ont pas atteint obligatoirement l'audience d'un Dieudonné. Hein. Donc, s'il n'y avait pas eu la loi Guessot, tout ce qui se passe sur les
réseaux sociaux serait passé dans les journaux, dans la télévision. On aurait entendu M. Forisson venir faire une émission d'1 heure. Forisson, c'était plus intéressant que moi, hein, ou plus intéressant qu'un déporté qui aurait pu bégayer combien il avait souffert, qu'il avait perdu les siens. Eh bien, c'est Forisson qui aurait eu la vedette. C'était Barbie qui avait la vedette, Vergès qui avait la vedette. C'était pas les avocats des partis civils. Donc il faut se méfier comment dire, de l'opinion publique, de l'attrait des gens pour ce qui est sensationnel et parfois malsain. Et je suis certain que s'il n'y avait pas eu la loi Guessot, eh bien le degré de, disons, de volonté antiraciste en France et antisémite serait encore plus faible qu'il ne l'est actuellement. Merci Serge Klarsfeld. De nombreuses questions des étudiants tournent autour de la question de la transmission à cette jeune génération, mais aussi de la réconciliation. Je donne la parole à Quentin et à Jérémy, dont les questions se rejoignent. Oui, donc bonjour. Je vais modifier un petit peu, mais vous avez parlé de l'oubli, tous de l'oubli. Monsieur Klarsfeld, vous avez parlé de l'antisémitisme d'État. Et Monsieur Jeannet, vous avez mentionné la différence entre la France et l'État français que vous pensez qu'il faut faire. Je voudrais revenir sur le fait, est-ce qu'en certaine sorte, on n'a pas oublié une partie de ce qui se passait à l'époque? Je prends notamment la pensée d'une autorité, si on pourrait dire, Noam Chomsky, qui dit que dans les années 30, les États-Unis considéraient, comme beaucoup d'États en Europe, considéraient que le fascisme était en quelque sorte une mauvaise chose, mais une chose nécessaire. Pour citer un rapport écrit par la cellule américaine qui se trouvait en Europe, il décrit la montée du fascisme comme une réaction normale des riches et des classes moyennes en autodéfense des masses insatisfaites qui, après l'exemple de la révolution russe, avant eux, pourraient aller vers la gauche. Le fascisme doit ainsi se réaliser où les masses, renforcées par les désillusions des classes moyennes, se tourneraient à nouveau vers la gauche. Si le fascisme ne fonctionnera pas par persuasion, il doit fonctionner par la force. C'est quelque chose qui a été dit par l'État américain. Que pensez-vous du fait que l'on ne mentionne pas ça et qu'on ne mentionne pas l'acquiescement qu'a un grand nombre des États occidentaux dans cette période? Si c'est moi qui dois Jean-Noël Jeanneney répondre, oui, il est très important de débusquer ce qui s'est dit à l'époque, de le faire surgir, de ne pas jeter le voile de je ne sais quelle pudeur rétrospective, c'est absurde. Mais en même temps, je crois qu'il faut appliquer à ces situations comme aux autres une règle qui est de ne pas exagérer le degré de représentativité de ceux qui s'expriment. Et d'autre part, de ne pas faire de l'anachronisme. Ce n'est pas une façon de justifier des comportements, par exemple, du gouvernement britannique, qui a été très accommodant à l'égard du nazisme dans ces années-là. Nous aimons et nous admirons la Grande-Bretagne des années 40, peut-être pour certains d'entre nous, moindrement celle des années 30, avec le comportement du roi et un certain nombre d'autres choses. Il y a un livre de Philippe Roth, L'histoire se nourrit aussi de littérature, heureusement, qui évoque dans une histoire fiction, une uchronie, l'arrivée de Lindbergh aux États-Unis au pouvoir et imagine ce qui se serait passé. Autrement dit, je crois qu'il faut restituer pour chaque moment ce que signifiaient les prises de position et non pas qui pouvaient rétrospectivement et à juste titre nous apparaître comme extraordinairement délétères, dangereuses et souvent infâmes, mais qui n'ont pas le même portée peut-être qu'elles peuvent apparaître rétrospectivement. Et d'autre part, surtout, le degré de représentativité. Il y a un historien israélien qui est très lu en France, qui s'appelle Sternel, et qui, à nos yeux, pour la période qui précède l'affaire Dreyfus, exagère considérablement la portée d'un certain nombre de travaux et leur diffusion. Il faut les connaître, il faut les mettre en valeur, il faut rechercher ce qu'ils ont eu à dire, mais il ne faut pas, comme certains livres l'ont fait, imaginer que la France, qui a été parcourue de beaucoup de propos ignobles, en particulier dans les années 30, n'a été qu'un vaste ensemble entièrement nourri par les cris et portant les cris de l'antisémitisme. Paul Yakov lui-même avait blâmé à cet égard un livre de Bernard-Henri Lévy.
Oui, je dis la période des 1930-1940, c'est quand même la lutte des démocraties contre le fascisme. Les démocraties contre les États fascistes qui étaient nombreux en Europe. Et la Grande-Bretagne, la France ont fait des concessions sans arrêt pour éviter une guerre aussi atroce que la guerre de 14. Mais finalement, elles ont eu le courage de se battre, de déclarer la guerre à l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne qui a déclaré la guerre. L'Allemagne ne croyait même pas à la guerre possible. Et après, quand la guerre a eu lieu, eh bien, il y a eu la drôle de guerre et l'Allemagne s'attendait à ce qu'il y ait, disons, des possibilités de faire la paix, ce qui l'avantageait pour aller attaquer l'Union soviétique. Mais les démocraties ont eu le courage de faire la guerre et de la déclarer et de la faire, de la perdre certes, mais de la faire. Si elles ne l'avaient pas fait, elles seraient devenues des États fascistes, ce qu'elles ne sont pas devenues. Je crois que vous avez raison. Il ne faut pas exagérer la représentativité de certaines positions. Ce qui compte, enfin en matière diplomatique et en matière nationale, ce sont les positions des États. C'est pour ça que je crois que Jacques Chirac a eu raison de parler de la France. Alors vous voulez qu'on... Oh, non, on n'a pas le... Je vous propose un rendez-vous qui ne sera pas sur le pré. Il est d'avance accepté. Ce ne sera pas un duel. Un rendez-vous dans la cour. On nous réinvitera l'année prochaine. Alors, très vite, avant de vous donner la parole, une question de Jérémy suivie d'une question de Fanny, parce que les deux se rejoignent, Jérémy. En rendant hommage à Madame Simone Veil cette année, le président Macron a écrit « Simone Veil observa cette ligne avec une exigence totale, ne rien céder à l'oubli, redonner des visages et des noms, et réconcilier. » Ma question est pour vous, Monsieur Veil. Aujourd'hui, comment faire pour éduquer nos jeunes dans cette ligne de conduite, tout en sachant que vous avez sûrement vécu cette ligne de conduite durant votre Vous l'avez dit, ne rien céder. Donc oui, on peut débattre de tout, disait je ne sais plus qui. Des proches. Voilà. Tout dépend avec qui. Pour ça que j'avais oublié. C'est un homme de Radio France. Mais pas avec tout le monde. Avec vous, c'est un honneur. Une question de Fanny. Oui, donc oui, donc ne rien céder à l'oubli, c'est pour vous sûrement le combat de toute une vie. Donc vous aviez parlé des évolutions, des améliorations, mais peut-être au contraire aussi quelles sont les détériorations que vous avez pu remarquer lors de cette interminable bataille. Ce que j'ai dit dans mon intervention au début montre qu'il y a énormément d'améliorations en ce qui concerne la connaissance de la Shoah et la compréhension de la Shoah, mais les détériorations, eh bien, il y a aujourd'hui, vous le voyez, si des enfants juifs sont tués dans une école, s'il y a des attentats dont les cibles prioritaires sont parfois des juifs, eh bien, il y a détérioration, et c'est certain. Bon, alors là, il faut s'interroger. Il y a un ennemi nouveau qui est apparu. Autant les déportés, quand ils sortaient des camps en 1945, j'ai eu très souvent l'occasion d'en parler avec eux, autant ils n'imaginaient pas que l'Allemagne serait un jour un grand État démocratique proche des Juifs, proche d'Israël qui n'existait pas encore à l'époque. Mais autant les déportés ne pouvaient pas s'imaginer que le mot musulman qui caractérisait les Juifs qui étaient disons, au dernier stade de la dégradation physique, que le mot musulman recouvrerait un ennemi nouveau, un visage nouveau qui n'existait absolument pas à l'époque. Et bon, aujourd'hui, on est confronté à un ennemi redoutable qui est, je ne sais pas quelle est l'ampleur disons, de la volonté des islamistes
militants en France, je ne sais pas, sont-ils très minoritaires, sont-ils minoritaires? Je ne pense pas qu'ils soient majoritaires du tout, mais en tout cas, il y a une puissance nouvelle comme le nazisme qui veut pour beaucoup d'entre eux la destruction d'un État juif et qui veut pour beaucoup l'élimination des juifs de la société dans laquelle ils vivent et à laquelle ils veulent imposer leurs lois. Donc le monde juif s'interroge, s'angoisse, des juifs partent de France ou d'autres pays qui sont menacés, et il y a une nouvelle situation qui a surgi il y a, disons, un certain nombre d'années, mais qui était limitée disons, un conflit arabo-palestinien et qui peu à peu est devenu une vision des Juifs par un certain nombre de musulmans militants pour l'islamisme qui voient les mêmes préjugés que les antisémites voyaient dans les années 30 dans la plupart des pays d'Europe. Si vous souhaitez réagir, c'est le moment. Je vous laisse réfléchir à vos questions. Une dernière question de Marion avant de vous donner la parole. Oui, bonsoir. Alors j'aimerais revenir sur la deuxième partie du thème de notre débat, donc, qui est le fait de réconcilier. Et pour cela, convoquer une citation de l'historien Pierre Noah, qui a affirmé que la mémoire divise, alors que l'histoire réunit. Donc j'aimerais avoir vos réactions face à cette affirmation. Je la comprends personnellement comme le fait que les mémoires individuelles seraient multiples et peuvent parfois se contredire, alors que le discours de l'historien tend à être objectif et unique. Donc j'aimerais avoir votre réaction face à cette affirmation vous faites un homme de heureux, l'historien. en tout cas, je le vois. Oui, j'ai été, comme je vous l'ai dit il y a un instant, attentif à la deuxième partie de l'intitulé de notre rencontre, comme vous-même. Réconcilier les mémoires. Faut-il réconcilier les mémoires? Peut-on réconcilier les mémoires? D'un côté, il y a la nécessité, nous venons de le rappeler, de lutter indéfiniment contre la bête immonde, contre les passions de toutes sortes, du racisme, et parfois aussi ces passions que toutes les religions monothéistes, à leur marge, ont toujours développées. Considérez le XVIe siècle en France. Tout cela, il faut le faire, et réconcilier les mémoires, c'est évidemment un souhait. Mais je ne pense pas, là je renvoie à notre président Macron, qui, dans ses livres, a beaucoup parlé de la réconciliation des mémoires. J'ai pris intérêt cet été à regarder pour un petit livre tout ce qu'il nous dit sur l'histoire, et qui mérite d'être étudié par rapport à notre problématique d'aujourd'hui. Il nous dit qu'il faut réconcilier les mémoires, et c'est la tâche du chef de l'État. Je ne le suis pas sur ce point, ou plus exactement, je trouve la formule trop péremptoire. Je pense qu'il est indispensable qu'à l'école, dans ce lieu utopien de la laïcité en particulier, on émonde tous les piquants de la mémoire opposée, des mémoires diverses, celles qu'on peut recueillir dans des généalogies familiales. Il faut sans cesse, en s'appuyant sur un esprit critique, celui de la tolérance et de la laïcité, expliquer aux enfants, et naturellement plus encore ensuite aux adolescents et aux étudiants, expliquer ce qu'il y a de mortifère dans des incompréhensions, des mémoires qui s'appliquent les unes aux autres, des stéréotypes de toutes sortes. En revanche, qu'il y ait dans la richesse d'une démocratie des mémoires différentes, je crois qu'il y a une mémoire de gauche et une mémoire de droite, qui peuvent s'écouter, qui peuvent se comprendre, qui ne sont pas les mêmes, et dont la concomitance, la coexistence, la correspondance, le commerce qu'elles entretiennent sont une richesse en définitive. Je ne pense pas qu'il faille réconcilier les mémoires dans ce sens. Je pense qu'il faut le faire, si on entend par là, encore une fois, éviter ce qu'elles peuvent avoir de destructeur à l'intérieur d'un pays tel que le nôtre. Et on retrouve bien sûr l'école, et on retrouve aussi les médias, auxquels j'assigne personnellement une mission spécifique. J'ai eu le privilège d'être un élève de Pierre Nora dans la première année de son séminaire sur les lieux de mémoire. C'était, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'était l'année 1976-1977, et oui, déjà.
Et j'ai un infini respect pour l'enseignant qu'il était, le professeur qu'il était. Sur ce point, nous ne nous mettrons pas en duel. J'ai été surpris de lire que la mémoire divise et l'histoire réunie. D'abord, je crois qu'il n'est pas question de réconcilier. Je crois que la réconciliation n'a jamais concerné les mémoires. La réconciliation concerne les hommes, les peuples, entre eux ou au sein d'eux-mêmes. Et je crois absolument, comme Jean-Noël Jeannet, que la présence de plusieurs mémoires, c'est ce qui fait une mémoire collective. Il m'arrive de dire que la Shoah, ce sont à la fois des statistiques sinistres et froides et des histoires individuelles. Comment réconcilier la mémoire du survivant d'une famille de 14 personnes brutalement arrêtées par des gendarmes ou par des policiers, soit le 16 juillet 1942 à Paris, soit un peu plus tard, au mois d'août, dans les rafles de la zone sud. Et puis arrêtés et traités comme ça par des policiers ou des gendarmes français. Comment réconcilier leur mémoire, ou comment dire qu'il n'y a qu'une seule mémoire, avec celle au contraire de nombreux hommes qui ont échappé à la rafle du Veldiv, parce que la veille de la rafle, un certain nombre de policiers sont passés dans les maisons pour prévenir que le lendemain ils viendraient faire une rafle et donc dire aux hommes de se cacher. C'est pas la même histoire. Ce sont des histoires totalement différentes et ça suscite des mémoires tout à fait différentes. Bon. La mémoire collective de la France, c'est ce que disait Jean-Noël Jeannet. Et c'est ce qu'a écrit le combat de Serge Klarsfeld depuis 40 ans, 50 ans. Il ne faut jamais oublier qu'en France, 3/4 de la communauté juive a été sauvée. Et pas seulement parce que la géographie le permet, mais aussi parce qu'il y a eu effectivement de très nombreux justes parmi les nations, tous ceux qui ont été reconnus par l'État d'Israël, plus de 4000 aujourd'hui, et c'est la fierté de Yad Vashem et du comité français de Yad Vashem que je préside de s'en occuper, et puis par tous les justes parmi les nations qui ont simplement considéré qu'ils faisaient leur devoir et sont restés anonymes. Et ils sont très très nombreux. Et chaque fois que vous pouvez parler avec des survivants, il y en a toujours un pour raconter comment est-ce qu'il a, à un moment donné, croisé quelqu'un qui l'a sauvé. Par conséquent, pour en revenir à notre débat, réconcilier des mémoires, je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dire que la mémoire divise, cependant que l'histoire réunit, c'est faux également. Pensez-vous que Michelet est une histoire neutre, n'est pas une histoire militante, n'est pas une histoire combattante? Michelet raconte une histoire, notre histoire, l'histoire de France, et il la raconte d'une certaine façon. Et un certain nombre de gens vous diront toujours que l'histoire, c'est celle des vainqueurs. La mémoire, et en ce qui concerne la Shoah en particulier, la mémoire, elle a servi à ce que l'histoire s'en saisisse. Si vous aviez parlé avec des anciens déportés, ils vous diraient que s'il n'y avait pas cette mémoire, eh bien, elle ne serait peut-être pas rentrée dans l'histoire. Tout simplement parce que elle fait débat en 1979 et en 1980. C'est un sujet de débat théorique. Elle n'est pas dans l'histoire, personne ne discute de la réalité du chemin des dames. On discute éventuellement de la façon dont ça s'est passé, de la responsabilité d'un tel, de la responsabilité de l'état-major, de la façon... Les mutins, mais on ne discute pas l'événement. Là, on discutait l'événement même. C'est la mémoire qui fait que, effectivement, c'est rentré dans l'histoire. Donc je crois que les opposer est absurde. Et puis j'en terminerai là. C'était important pour la Shoah qu'il y ait cette mémoire, parce qu'en général, on ne garde pas la mémoire des vaincus. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que si le général de Gaulle, et nous devons l'en remercier tous les jours, nous Français, si le général de Gaulle a remis la France du côté des vainqueurs, en dépit de la France officielle de l'époque,
Eh bien, en revanche, les Juifs, la Shoah, c'est une défaite. Il ne faut jamais oublier qu'en Europe, il y avait, avant 1937 ou avant 1938, plus de 12 ou 13 millions de Juifs. Et que plus de la moitié ont été décimés. En Lituanie, 260 000 Juifs ont disparu sur 265 000. La capitale de la Lituanie, Vilnius, c'était la Jérusalem du Nord. C'était une ville considérable dans la culture. En Pologne, plus de 3 millions de Juifs ont disparu. Et encore aujourd'hui, la Pologne vous dit que ce sont des Polonais qui ont été tués, pas des Juifs. Donc le combat de la mémoire est un combat essentiel. Et il est essentiel pour rétablir l'histoire. Non pas pour diviser, mais pour rétablir la vérité et l'histoire. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que quelqu'un... Non, c'était pas du tout un reproche. Est-ce que quelqu'un a une question, une réaction dans la salle? Auquel cas, c'est le moment. Je vois un doigt levé, mais je ne vois pas à qui il appartient. Voilà. Et le monsieur là-bas après, alors. Bonsoir, bonjour. On a beaucoup parlé de la Shoah. On a évoqué un autre génocide qui est celui du Rwanda, sur lequel vous travaillez, je crois également. On s'est rendu compte de beaucoup de choses sur la Shoah après coup. On a appris, on a compris, et beaucoup de batailles se sont faites, finalement, ont pu se faire assez longtemps après. Le Rwanda est un génocide qui est assez récent. J'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez pu aider à donner des pistes pour justement ne pas céder et réconcilier aujourd'hui. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais enfant quand ce génocide a eu lieu, et des personnes qui sont peut-être un petit peu plus vieilles que moi, qui étaient enfants lors de ce génocide, voilà, comment aujourd'hui elles vivent ensemble, comment cette réconciliation a pu avoir lieu, a lieu ou n'a pas lieu. Voilà. Jean-Noël Jeannet. C'est un autre chapitre tout à fait passionnant à considérer, la manière dont ces peuples, nous en parlions brièvement tout à l'heure, après ces déchirements épouvantables, réussissent à vivre ensemble. Et il y a l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, où Monseigneur Tutu a provoqué des rencontres qui n'étaient pas des tribunaux, alors qu'au Rwanda, il y a eu des tribunaux populaires qui se sont mis un peu partout en place. Je crois qu'il faut aussi considérer la temporalité, là encore. Très souvent, la première génération a envie, pendant un temps, je parle de ces pays-là, qu'on souffle, qu'on ne recommence pas à s'opposer dans le sang. Et généralement, on voit les petits-enfants apparaître et souhaiter que l'on fasse émerger la vérité. Il y a une temporalité de la mémoire qui est intéressante à considérer. C'est très clair aussi en Espagne, où, je le disais tout à l'heure, toute une génération épuisée par le souvenir de la guerre civile et du sang versé a souhaité que la transition se fasse sans drame et qu'on ne fasse pas le procès de tous ceux qui, pourtant, sous Franco, avaient commis un certain nombre de crimes. Et c'est à la troisième génération qu'on a vu au début des années 2010, 2000, 2005, beaucoup de jeunes gens désireux que l'on mette ça au jour. Et presque métaphoriquement, ils ont ouvert les fosses où les morts étaient entassés, ceux qui étaient les victimes de la guerre civile. Donc il y a une réflexion qui est une réflexion là aussi d'historien et en même temps de citoyen, puisque tout citoyen doit penser, me semble-t-il, en termes de temporalité, des allures de l'histoire et par conséquent des allures de la mémoire. Une autre question, avant de conclure. Je vois là, et puis il y avait quelqu'un par là-bas, me semble-t-il aussi. Oui. Ah, monsieur en haut, voilà, et puis après ce sera vous. Donc il est évident, avec tout ce que vous avez dit, que la transmission de la mémoire doit être faite. Cependant, est-ce que selon vous, il y a un âge idéal auquel cette transmission de la mémoire doit se faire, ou au moins un âge minimum à partir duquel les enfants doivent récupérer ces mémoires? Peut-être Serge Klarsfeld. Est-ce qu'il y a un âge auquel on est sensible à cette transmission de la mémoire, un âge auquel l'apprentissage peut commencer? C'est discutable, l'âge est discutable. Par exemple, pour les voyages
à Auschwitz, les élèves qui partent sont en très très grande majorité des lycéens. Les lycéens, c'est-à-dire 15, 16, 17 ans. Moi, j'ai tendance à croire que les grands choix dans la vie, les choix qu'on fait consciemment ou inconsciemment, se font un peu plus tôt. J'ai l'impression que c'est plutôt au collège qu'on fait ces choix, disons, de morale politique, où on s'engage pour la vie dans une direction ou dans une autre, et qu'on s'engage souvent à la suite d'un choc, d'une rencontre, soit avec une personne, soit avec un lieu. Et j'ai l'impression que cet âge pourrait être abaissé à 13-14 ans, et peut-être ce serait plus efficace. Mais ça se discute, et pour le moment, la tendance est plutôt aux lycéens qu'aux collégiens. Donc on continuera à discuter jusqu'à ce qu'on trouve une solution, ou jusqu'à ce qu'on sache si dans leur vie d'homme ou de femme, eh bien, les collégiens ou les lycéens ont choisi telle voie plutôt que telle autre. Par crainte d'éviter la boutade, je serais tenté de vous dire que c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Ce qui est vrai, c'est que on peut parler de tout à tous âges. Le Comité français pour Yad Vashem, par exemple, a aidé très récemment, j'ai ça en mémoire, la région PACA à la mise en forme, la relecture et la mise en forme de 2 ou 3 pages de bande dessinée qui figurent dans tous les carnets de correspondance des enfants de... alors je confonds toujours, hein, parce que de mon temps ça s'appelait pas comme ça, mais je sais plus si c'est CE ou CM, enfin en tout cas du pré-collège, de 8 ans, de 10 ans, sur quelques pages, sur l'étoile jaune, sur le fait d'aller chercher des enfants en bas âge le matin chez eux ou avant le petit déjeuner, de les mettre dans un train. Il y a toutes les formes. Et je pense que l'éducation se fait très jeune, et la transmission aussi. Alors ensuite, on n'est pas obligé d'en parler matin, midi et soir, de transformer la Shoah en pain quotidien 3 fois par jour dans les familles, mais ça fait probablement partie, qu'on le veuille ou non, de notre livre européen collectif, qui en définitive fait que nous ne devons jamais oublier qu'au-delà des vicissitudes de la politique et des divergences sur entre les États sur les situations sociales, les situations fiscales, les situations économiques, eh bien, le combat pour l'Europe est un combat essentiel, parce que c'est certainement parce que l'Europe existe, sous une forme certes peu idéale et perfectible, que depuis 70 ans, on a évité la guerre, non pas complètement, puisqu'on a eu la guerre aux portes de l'Europe, hein, il faut s'en souvenir, dans l'ex-Yougoslavie, mais qu'on a en tout cas évité que ça n'aille plus loin et que ça dégénère entre les grandes nations européennes. Voilà, je crois que c'est ça qui est important de se dire. Pour ma part, je suis heureux qu'on termine sur l'Europe, parce que nous n'avons pas encore parlé de la réconciliation des mémoires à hauteur du continent. Et c'est un autre défi, un magnifique défi qui est plus large et peut-être plus stimulant encore que celui que nous avons évoqué, en tout cas aussi stimulant pour ce qui concerne les nations à l'intérieur d'elles-mêmes. Une dernière question pour la route. Bien, monsieur. Si j'ai un micro qui marche, oui, il marche. Oui. Bien. D'abord, merci pour ce discours à vous trois, qui est un discours à la fois de mémoire et d'optimisme. Mais j'avais une question, parce que dans ma famille, j'ai eu des parents proches qui ont disparu pendant cette période terrible. Et je revois dans ma jeunesse le président Mitterrand et le président
Kohl, je crois, main dans la main, devant une cérémonie justement aux victimes de cette guerre épouvantable. Alors ma question, est-ce que la réconciliation peut aboutir au pardon ? Pierre-François Weil. Mais qui a demandé pardon ? Je veux dire, le chef, disons, le chancelier d'Allemagne va demander pardon. Le président de la République fédérale d'Allemagne a demandé pardon. Mais je veux dire, on pardonne à l'Allemagne d'aujourd'hui ce qu'a fait l'Allemagne d'hier, en considérant que l'Allemagne d'aujourd'hui est l'héritière de l'Allemagne d'hier et que l'Allemagne d'aujourd'hui a fait tous les gestes possibles d'indemnisation, de reconnaissance, de rappel de la mémoire des Juifs dans chaque ville d'Allemagne, la création de grands mémoriaux, donc, et d'une alliance de fait avec l'État juif. Donc, l'Allemagne d'aujourd'hui, elle est pardonnée parce qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour l'Allemagne d'hier, l'Allemagne hitlérienne, elle reste condamnée. Mais au nom de l'Allemagne, Willy Brandt a demandé pardon au ghetto de Varsovie et le pardon a été accordé. C'est un pardon qui a été accordé en même temps qu'une espérance que l'Allemagne deviendrait, grâce justement à Willy Brandt, qui succédait à un chancelier qui avait été un chancelier dirigeant de la propagande hitlérienne. Eh bien, on espérait que Willy Brandt transformerait l'Allemagne. Et Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl ont transformé l'Allemagne, effectivement. Donc, le pardon peut s'accorder. Quant aux criminels, ils n'ont jamais demandé pardon, ou très rarement on a vu quelqu'un demander pardon. Vous avez vu l'arrogance de Barbie, qui n'est même pas allé dans son procès, ou bien même Maurice Papon, qui était un rouage, eh bien, il est resté arrogant pendant son procès. Donc, le pardon, on l'aurait accordé d'ailleurs à Maurice Papon s'il avait reconnu avoir participé à la solution finale comme rouage, mais il ne voulait même pas reconnaître cela, alors que c'était évident. Merci. Merci à Serge Klarsfeld, merci Pierre-François Weil, merci Jean-Noël Jeanneney. Merci à vous tous pour votre écoute, votre attention. Et à très bientôt, j'espère. Merci. Passez une excellente soirée.